Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Yacine Lassaramdani. Je suis scénariste et je suis un ancien élève et aujourd'hui un prof de l'école Courtrajmé à Montfermeil. Bonjour, moi je suis Ariane Soussana, je suis responsable de la production et du développement chez Pathé Film pour tout ce qui est cinéma et long métrage. Et en fait, alors elle ne s'affiche pas, mais nous, on voulait vous parler d'une citation des 400 coups, qui est quand même le film qui nous occupe aujourd'hui, où Antoine Doinel dit vers la fin du film des fois, je leur dirai la vérité qu'ils croiraient que ce sont des mensonges, donc je préfère dire des mensonges. En fait, on a mis cette citation parce qu'on l'aime bien. Et pour rebondir dessus, on s'est dit qu'on allait vous expliquer en 5 mensonges les raisons de notre présence ici. Avec Yacine, on a tous les deux un rapport à la vérité qui a toujours été un peu flexible, on va dire. Et je vous dis ça parce qu'on suppose que c'est un peu grâce à ça qu'on est devant vous aujourd'hui. Parce qu'un jour, cette légère mythomanie, elle s'est transformée en une passion pour raconter des histoires et qu'on en a tous les deux fait nos vies. On suppose qu'on a tous nos petits mensonges fondateurs. Si on était des personnages, on appellerait ça nos backstories, nos origin stories même. Pour moi, ça commence à peu près comme ça. Quand j'avais 4 ans, on vivait dans un pavillon à Clermont-Ferrand et mon frère devait avoir à peine 1 an. Et l'histoire raconte que lorsque mes parents sont remontés du jardin un dimanche après-midi, ils m'ont surprise penchée au-dessus du berceau de mon petit frère qui était en pleine crise de larmes, complètement désespéré. Et en fait, j'étais en train de lui murmurer que les parents avaient disparu pour toujours, qu'on était seuls au monde à partir de maintenant et qu'ils ne le reverraient plus jamais. Bon, cette histoire n'a pas su trouver son public comme je l'entendais à l'époque. Je dirais même que la critique a rapidement été très mauvaise. Et j'en ai tiré un petit complexe personnel. Et la certitude diffuse n'est pas très agréable que les mensonges étaient condamnés, même quand ils faisaient d'excellentes histoires. Deuxième mensonge, j'ai 6 ans, je suis en voiture avec ma mère, on va faire les courses. Et c'est un moment de flottement où on ne sait pas trop pourquoi, on s'ouvre un peu plus que d'habitude. Et elle me parle de son passé, elle me parle de l'Algérie, elle me parle beaucoup de mon grand-père, que je n'ai pas connu, qui était un homme droit, juste, aimé de tous. Et entre 2 anecdotes, elle me lâche une phrase presque avec nonchalance qu'il aurait dite dans ses derniers instants, alors que j'étais un nourrisson. Celui-là, il fera des grandes choses. Et cette phrase, elle a changé ma vie. J'ai plus jamais été le même à partir de là. Et en fait, qu'est-ce qu'il en savait, mon grand-père ? Il n'en savait rien. Il a dit ça comme ça, et c'est un peu par essence un mensonge. Mais j'y ai cru. Ça a créé du rêve chez moi. Ça a dicté nombre de mes choix. Et ça m'a fait me dire que... Pardon. Ça m'a fait me dire que cette phrase qu'il a eue, cette intuition... cette intuition, elle a défini mon rapport au réel, mon rapport à la fiction et puis à la frontière qui existe entre les deux. Et je me suis dit qu'en fait, le plus important, c'est pas le mensonge, mais c'est ce qui provoque chez les gens. De mon côté, donc troisième mensonge, je ne suis pas restée cet enfant à l'imagination extrêmement décomplexée. J'ai grandi et j'ai lutté contre mon penchant pour l'affabulation, un peu comme un vilain défaut qu'il faudrait gommer. Mais je crois qu'il y a un moment dans ma vie qui m'a fait faire la paix avec les mensonges et toutes les possibilités qu'ils ouvrent. Mon grand-père, qui était quelqu'un de très important pour moi, a eu Alzheimer. Bon, jusque-là, l'histoire est très classique. Mais je crois que... Et dans les dernières années de sa vie, c'était très difficile de connecter avec lui parce qu'il vivait dans des réalités qui étaient franchement parallèles, où c'était assez difficile de le suivre. Mais je crois que de ma famille, moi, j'étais celle que ça dérangeait le moins, les histoires qu'il racontait. Je me souviens que j'y allais en me demandant un peu ce qu'on allait vivre aujourd'hui. Un jour, par exemple, je suis arrivée dans sa chambre qui était au 6e étage, on voyait des arbres, et il m'a affirmé avec beaucoup d'aplomb que notre croisière venait juste d'accoster au Caire, parce que ces arbres-là, on les trouvait qu'au Caire, et il était absolument ravi, et il m'expliquait tout le programme des monuments qu'on allait visiter aujourd'hui. Au Caire, donc, moi je ne connais pas, j'y suis jamais allée, mais maintenant un peu. Et un jour en particulier, quand je suis arrivée, il s'est mis à me dicter l'armistice, avec beaucoup d'aplomb toujours, en me vouvoyant tout du long. C'était hyper construit comme discours, c'était très précis, c'était très riche et il s'inquiétait beaucoup d'aller trop vite pour moi et que j'arrive pas à noter. Et du coup, moi, j'ai noté
Encore aujourd'hui, je ne sais pas quel rôle il me donnait à l'époque. Je ne sais pas si j'étais pour lui une secrétaire qui passait par là ou un colonel désœuvré à qui il avait trouvé une bonne tête. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'était très beau la manière dont cette personne qui m'avait toujours emmenée voyager quand j'étais petite me convoquait un peu pour des nouvelles aventures vraiment avec les moyens du bord, au crépuscule de sa vie. C'était beau, c'était drôle, et puis c'était aussi, je crois, les mensonges les plus payants de ma vie, parce que ça a mis beaucoup de beauté dans les derniers souvenirs que j'ai avec lui. Donc voilà, vive les petits mensonges du quotidien, vive l'amour qu'on a pour les gens, qui fait qu'on a tellement envie de les divertir qu'on leur donne la meilleure version des faits, même si elle n'est pas toujours vraie. Et puis vive les histoires aussi, ça met de la poésie, et puis j'ai eu la chance depuis de découvrir que ça pouvait être un métier. En parlant de métier, quatrième mensonge, il faut suivre. On est 20 ans plus tard. J'ai compris que la prophétie de mon grand-père était un peu bancale. Et j'ai fait une croix sur mes rêves, et j'ai fait la paix avec la réalité. Je ne serai pas prix Nobel, je ne serai pas romancier. Je passe l'agrégation de mathématiques. Je me dis que ce n'est pas grave. C'est une de mes passions. Je vais aider d'autres à aller au bout de leurs rêves. Et donc, on commence à composer. 3 heures plus tard, je prends une pause. Je pose mon stylo, je regarde autour de moi. Il y a des tables, il y a des chaises, il y a des élèves, il y a des craies, il y a un tableau. Et je me dis, il est là, mon futur. Mais est-ce que je ne me serais pas menti à moi-même? Et je prends conscience que si je vais au bout de cette épreuve, il n'y aura pas de retour. Et donc je pose ma copie, je demande du brouillon, et j'écris les premières lignes d'une histoire. Celle d'Amine, un jeune guetteur de Saint-Denis. Donc son boulot, c'est de prévenir les dealers que la police entre dans le quartier. On a tous regardé un épisode de Zone Interdite ces 15 dernières années, donc je pense que vous savez de quoi je parle. Mais Amine, il a une particularité, c'est qu'il est baryton, il a une voix en or. Et il a un rêve, il ne sait pas trop lequel, mais il ne rêve pas des murs gris de son quartier et puis des métiers éreintants que font les siens. Et donc il attend quelque chose de sa vie. Dans un Saint-Denis en pleine gentrification, il y a Isabelle, qui est metteuse en scène à l'Opéra de Paris, qui entend sa voix et qui se dit très rapidement je vais lui offrir une éducation loin de son ghetto. C'est un film qui parle d'art, c'est un film qui parle de rêve, et c'est un film qui traite aussi de la question du sauveur blanc. Et donc, 6 mois plus tard, l'école Courtrajmé ouvre ses candidatures. Ladjli vient d'avoir un prix à Cannes, et donc il entre en prince dans la grande maison du cinéma français, et il bloque la porte avec son pied pour nous faire entrer avec lui. Donc je postule à l'école, je suis pris, et 1 an plus tard, le film existe. Il fait une jolie tournée en festival en France et à l'étranger, jusqu'au festival de Tribeca à New York. Oui, parce que tous ces mensonges, ils convergent vers un happy end. Un beau jour, j'ai vu le film de Yacine, et ça a été je l'ai appelé, ça a été un coup de foudre artistique d'abord et amical ensuite. Et aujourd'hui, on travaille autour d'un film plus grand, plus ambitieux, un projet qui est presque devenu un projet de vie. Voilà. Jusque-là, on a beaucoup parlé de nous. On va parler de vous maintenant, un peu. De vous, et plus particulièrement peut-être des gens qui travaillent dans le cinéma, même si je crois que ça se généralise. Je crois que vous aussi, vous mentez. Vous vous mentez à vous-même. Ça fait des décennies que vous jouez les durs, que vous jouez les inatteignables, que vous jouez à l'entre-soi, que vous jouez à ce milieu qui est impossible à pénétrer quand on n'en est pas déjà. Mais en fait, vous êtes hyper gentil. Le parcours de Yacine, comme le mien, ça montre que vous êtes hyper gentil. Vous nous avez tellement bien accueillis, vous nous avez ouvert les portes, vous nous avez tout appris, tout transmis. Moi, j'ai jamais cessé de croiser des mentors exceptionnels, des conseillers avisés, des passionnés, des professionnels passionnés par la transmission, et des amis aussi, plus que je ne m'en étais jamais fait auparavant, probablement. Vous êtes tellement gentil que vous êtes passé au-dessus de nos mensonges, parce que forcément, au début, on a fait semblant d'avoir vu certains films, on a fait semblant de savoir qui était quelqu'un, on a copié aussi, on a copié vos manières de parler des affiches, des films, des gens, des dates. Évidemment, je parle au passé, parce que maintenant, j'emploie quotidiennement des expressions comme l'organicité du 2e acte. Je me pose la question de la caractérisation d'un personnage pour que le film puisse devenir véritablement choral. Et je questionne tous les pivots pour savoir si dramaturgiquement, ils sont à la bonne place pour rendre tout ça très dynamique. Vous nous avez tellement bien accueillis qu'on verrait presque plus la différence. On a tout bien fait, hein. La citation, le film, mais je crois qu'il est temps de sortir du déni. On vous avait annoncé 5 mensonges. Jusque-là, ça faisait que 4.
Et la vérité, c'est que si on est devant vous, c'est qu'on avait les bonnes étiquettes, le bon badge pour être écouté. Sciences Po, Normal Sup, la grecque de maths. On a su, durant notre chemin, on a appris à écrire le bon mail au bon moment, avec la bonne formule de politesse. On a eu le bon CV, la bonne carte de visite. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des talents. Pardon. Il y a des talents pour qui ce n'est pas si facile, qui ont les histoires, qui ont le feu, qui ont des choses à raconter, mais qui n'ont pas ces badges à montrer et pour qui l'entrée est plus difficile. Aujourd'hui, on le sait, le besoin de renouvellement, il est partout, on le constate partout, qu'il nous faut de nouvelles histoires, de nouvelles manières de les raconter, de nouvelles manières de captiver, de nouveaux talents aussi. Et peut-être que ce qu'il faudrait qu'on se dise tous collectivement, c'est que les talents, ils sont peut-être là où on n'a pas su regarder, là où on n'a pas su les chercher et là où on n'a pas su faire rêver les gens avant aussi. Je vous raconte ça parce que moi, dans mon métier chez Pathé, une partie de mon travail, c'est d'accueillir et de trier les 600 ou les 700 scénarios qu'on reçoit chaque année. Et donc évidemment que moi aussi, mon premier réflexe, quand je reçois un mail qui n'est pas du tout structuré comme j'en ai l'habitude, qui est truffé de fautes d'orthographe ou un résumé que je trouve complètement bancal, évidemment que moi aussi, mon premier réflexe, ce serait de ne pas ouvrir la pièce jointe. Mais peut-être qu'on pourrait tous se dire maintenant, ensemble, que c'est un peu petit de s'arrêter à des éléments aussi formels et que peut-être que c'est ça aussi qui nous freine dans la création. Peut-être qu'il faut se dire qu'il faut savoir regarder plus loin. Vous êtes tous des professionnels aguerris, donc vous êtes tous des mentors en puissance. Peut-être que notre nouvelle grande aventure collective, c'est de savoir être des mentors pour des gens en qui on se reconnaît moins directement, qui ont des parcours qui nous ressemblent un peu moins, et que c'est ça la nouvelle grande histoire qu'il faut écrire tous ensemble. Donc voilà, rendez-vous compte de la chance que vous avez. Il y a des centaines et des milliers de talents à aller chercher. Faites confiance. Soyez des mentors pour les mentors magnifiques de demain. Ouvrez la porte. Faites l'effort du pas de plus. Derrière cette porte, il y a le renouvellement que vous cherchez tous. Merci. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.